propos de l'activité de travail. Alors pour Georges Canguilhem, à l'époque, c'est les années 50, 60 en France, il s'est intéressé tout d'abord à la biologie, il s'est intéressé au travail des cellules, et puis il s'est intéressé au travail du corps, et puis il s'est intéressé au corps dans l'activité de travail. Et donc pour lui, l'activité de travail était quelque chose qui correspondait à ce qu'il appelait un vivre en santé. Voilà. Un refus de la passivité. Hein. Travailler, c'est refuser la passivité, c'est l'opposition à l'inertie et à l'indifférence. Donc, il traitait l'activité de travail en termes de responsabilité et en termes de, alors à l'époque le mot était très peu utilisé, en termes de création en fait, en termes de créativité. Créativité est un mot qui est devenu très à la mode. En fait, dès cette époque, avec Canguilhem, nous avons des origines. Donc l'activité de travail sur laquelle je veux me centrer, c'est la traduction de la volonté des humains de maîtriser leur milieu et leur destinée. Voilà. Sauf que c'est pas si simple que ça, puisque le travail est organisé. Très souvent, il est organisé dans des hiérarchies, dans des bureaucraties, avec des gens qui surveillent le travail, donc tout un tas d'éléments qui ne font pas plaisir aux personnes qui travaillent. Et on est conduit à considérer des systèmes d'activité. Donc il existe des personnes qui sont au travail, qui essaient de bien faire, qui vont produire un résultat, mais qui sont pris dans des règles. Donc il y a des règles de travail, il y a une division du travail, donc il y a un ordre dans l'activité de travail, mais il y a aussi une communauté, la communauté des pairs, les électriciens, les menuisiers, les informaticiens, etc., les commerciaux. Donc tout un tas de règles qui sont entretenues par des communautés, parfois de manière implicite. Et nous avons des outils techniques, des instruments techniques qui permettent de rendre le travail plus ou moins efficace. Voilà. Alors, dans ce système d'activité, ce système assez complexe, il y a forcément plusieurs approches. On a coutume de dire qu'il y a une approche qui est plutôt surplombante, qui va être conduite par des ingénieurs du travail, qui agissent très souvent pour des dirigeants d'entreprise, par exemple, et qui disent ce que doit être le travail. Et à cette occasion, on parle de savoir instituer dans l'activité. Autrement dit, le travailleur, quel qu'il soit, il a à sa disposition des savoirs qui ont été définis en dehors de sa propre pratique. Et ça, c'est une approche. Vous avez deviné, ce n'est pas celle que je vais présenter. Celle que je vais présenter relève plutôt de l'ergonomie, de l'ergologie, de la psychosociologie de l'activité, de la clinique de l'activité, qui consiste à dire on ne peut pas traiter du travail sérieusement sans les gens qui travaillent. C'est pas possible. C'est pas possible. Il nous faut absolument le point de vue des gens qui travaillent, puisque ce sont eux qui développent des pratiques. Voilà. Donc ça veut dire aller sur le terrain, ça veut dire discuter avec les personnes qui travaillent et puis peut-être essayer de faire des choses avec elles. Alors, pour ce faire, on a développé plusieurs niveaux dans l'analyse. Il y a un premier niveau qui consiste à dire quel est le rapport des gens qui travaillent, des travailleurs, avec tout leur entourage. Alors là, on a pratiquement un siècle de connaissances, peut-être un peu plus. Et on dit que le salarié évolue dans 4 registres de reconnaissance. Les humains ne peuvent pas exister sans être reconnus. Et donc, ces 4 registres, ça fait beaucoup. Il y a tout d'abord le rapport salarial. Donc, on travaille et on attend d'être rétribué pour ce travail. Donc, il y a ce système de récompense ou de rétribution. Et puis, il y a les relations de travail avec les collègues, qui vont reconnaître ou pas notre travail, la qualité de notre travail. Le troisième registre, c'est la personne au travail en tant que personne. Est-ce que la personne est reconnue? Est-ce qu'elle est respectée? Et aujourd'hui, ça prend un tour qui est très vif, avec les rapports hommes-femmes, au travail, dans le cinéma, etc. Et le quatrième registre de reconnaissance, vous voyez que ça fait beaucoup, le quatrième registre, c'est celui de l'activité, justement. C'est dans quelle mesure la personne qui travaille se reconnaît dans l'activité. Dans quelle mesure ce qu'elle fait, ça lui plaît. Dans quelle mesure elle en retire une satisfaction.
Alors, je ne vais pas citer beaucoup d'auteurs, mais je vais en citer au second, Yves Clos, hein, qui a développé, c'est un Français, qui est un des héritiers de Georges Canguilhem, qui a développé une approche de l'activité qu'il a dénommée clinique de l'activité. Il est psychologue à la base et il dit, bon ben, le salarié est reconnu par tout un tas de personnes, donc il a des destinataires, il travaille pour des tiers, mais il a aussi un destinataire qui est très intime, c'est son sur-destinataire, c'est-à-dire son dialogue intérieur avec lui-même à propos de la qualité de son travail, à propos du sens de l'activité qu'il développe. Donc ça, c'est la clinique de l'activité, et je vous conseille d'aller voir les ouvrages et les articles de Yves Clos qui sont passionnants sur le sujet, et avec bien sûr d'autres chercheurs. C'est un point de vue sur l'activité qui consiste à dire pas de jugement sur l'activité. L'activité n'est ni simple ni compliquée, elle est comme elle est. Et on va essayer de l'approcher, de l'analyser avec les personnes qui travaillent. Donc on va interroger les personnes qui travaillent et on va essayer de réaliser un travail sur leur propre activité. Alors cette clinique de l'activité, elle a de multiples origines. Une des origines très célèbres, c'est les usines Fiat à Turin dans les années, fin des années 60. Alors, plusieurs petites méthodes qui sont très riches. L'instruction de sosie, qui consiste à dire à un salarié expert, supposons que demain je te remplace au travail, nous disposons de plusieurs jours pour que tu me dises, je vais te suivre toute la journée. Dis-moi comment réaliser de la meilleure manière possible ton activité. Et là alors, bon ben, à condition bien sûr que la personne qui est novice et qui essaie d'apprendre le métier soit tout de même assez proche du métier, il ne s'agit pas de jouer aux apprentis sorciers, à cette condition-là, eh bien, on peut avoir une transmission de savoir-faire qui va être encadrée et on va procédurer tout ça avec des comptes rendus aussi bien de l'instructeur que du côté du novice. Une autre approche qui consiste à documenter le travail et qui est également très riche d'enseignements consiste à réaliser des documents écrits mais surtout vidéo. Voilà. Donc on filme le travail. On filme le travail et donc on a l'accord bien sûr du salarié et de sa direction. On filme le travail et puis après on visionne avec lui. Et on dit à la personne, écoute, tu n'es pas acteur de cinéma, mais tu vas essayer de nous raconter ce qui se passe à l'écran. Que se passe-t-il à l'écran? Dis-nous ton activité, raconte-nous ton activité. Dis-nous tes surprises en te voyant à l'écran. Donc, on ne te demande pas de parler de toi, mais parle-nous de ton activité. Voilà. Donc ça, c'est une manière d'approcher le travail. Ça s'appelle l'autoconfrontation, simple. Et puis nous avons également l'autoconfrontation croisée. Dans ce cas-là, on invite des collègues qui maîtrisent le métier et on demande au collectif de commenter l'activité de travail. Alors c'est très systématique comme analyse, puisque une fois qu'on a réalisé ce commentaire, on demande aux salariés de rédiger un rapport sur l'expérience qu'il a vécue avec le groupe de sociologues ou de psychologues du travail. Bon voilà, quelques approches qui sont intéressantes et qui ouvrent sur quoi? Un des débouchés, c'est le fameux accompagnement du changement. Très souvent on dira, les salariés sont rétifs au changement, ils ne veulent pas le changement. Ben, c'est que très souvent, les jeux sont déjà faits et on leur propose des maquettes, on leur propose des prescriptions qui sont prêtes à l'emploi et puis on leur demande de prendre connaissance et de donner leur avis. Alors, la clinique de l'activité permet non pas de faire du changement participatif, mais de réaliser du changement contributif. C'est-à-dire que dès le départ, les gens qui sont au travail sont impliqués dans la conception du changement. Donc on ne leur demande pas si ce qui a été pensé sans eux, ça leur plaît ou pas, on leur dit dans quel sens faudrait-il changer le travail pour qu'on améliore le résultat et peut-être les conditions de travail. Voilà, donc ça c'est un des débouchés qui, à mon sens, est
qui est très prometteur. Alors, j'en viens au second point. Donc je vais ajouter un peu de complexité. Je vais introduire la question technique que Cathy après va traiter de manière complémentaire. Je vais traiter d'organologie. Voilà. Alors l'organologie, c'est un terme peut-être compliqué qui désigne quelque chose de très simple. C'est l'héritage de Georges Canguilhem, qui était biologiste, hein, et qui consiste à dire nous travaillons toujours avec des organes. Donc nous avons un organe fabuleux, c'est nous-mêmes, l'organe physique, mais surtout l'organe physiologique et psychique. Nous sommes capables d'imagination. Donc il y a un organe, c'est nous. Il y a un deuxième organe, c'est toutes nos relations sociales, donc on appelle ça l'organe social. Et puis, nous avons l'organe technique. Même avant d'arriver au monde, nous sommes déjà vus sur des moniteurs vidéo et on a déjà notre forme. On a le début de notre morphologie. Alors, l'analyse organologique consiste à dire ces trois organes évoluent de concert, toujours. Le problème, c'est qu'on peut avoir des désajustements entre certains d'entre eux. Donc j'en viens directement à l'époque contemporaine. Nous avons aujourd'hui, alors c'est pas aujourd'hui, mais c'est depuis sans doute la naissance de l'informatique et de la cybernétique, mais a fortiori aujourd'hui avec Internet, le calcul intensif, etc., nous avons ce que certains appellent des hyper-désajustements. Excusez-moi pour les termes un peu techniques. Hyper-désajustement, ça veut dire qu'un organe prend le pas sur les autres. Un organe prend le pas sur les autres, et vous l'avez deviné, c'est plutôt l'organe technique qui prend le pas sur nos vies intimes de consommateurs, parfois nos vies amicales et amoureuses, et puis nos vies au travail, puisqu'on est ici pour parler de travail. Alors, je vais vous donner quelques aperçus en vous rapportant des propos d'ingénieurs de conception du bureau d'études. Les ingénieurs sont dans les pays occidentaux les salariés présentés comme les plus qualifiés. Ils sont parmi les plus qualifiés. Alors voici ce que dit par exemple un ingénieur automobile qui a 13 ans d'ancienneté dans une grande marque française. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de bases de données à documenter, alors que c'est juste pour donner de la visibilité. J'ai 10 bases de données à remplir. Pendant ce temps-là, je ne fais que du transfert d'informations. En fin de compte, on a beaucoup moins de temps en termes de recherche de solutions. Ça va représenter 10% de notre activité, alors que c'est indispensable pour le bon déroulement du projet. Des procédures, des processus, des bases de données, ok, mais si on met tout sur le formalisme, cela a une certaine lourdeur. Quand je remplis une base de données, je ne suis pas en train de les analyser, je ne suis pas en train d'être créatif. Cet ingénieur parle de rouleau compresseur de l'informatique de son entreprise. Un autre ingénieur qui travaille en bureau d'études dans l'aéronautique, une grande marque de l'aéronautique, qui dit « Le travail de conception est de plus en plus industriel et de moins en moins créatif. C'est une industrialisation de la conception. Il faut toujours faire la même chose en somme. Avant, le chef d'unité était un expert, un référent technique, quelqu'un du métier. Alors qu'aujourd'hui, on lui demande de faire de la gestion, de la planification. Quelle est la valeur ajoutée d'un ingénieur qui a fait de la conception quand il devient chef d'unité aujourd'hui? Moi, personnellement, je n'ai pas voulu être ingénieur pour remplir le tableau Excel, des tableaux de bord, des tableaux de gestion et des livrables. Voilà. Bon, un autre exemple en termes de pression temporelle. En France, nous avons un appareil statistique qui est assez élaboré, et tous les 2 ans, il y a une enquête qui s'appelle Conditions de travail, je crois, et qui, depuis le début des années 2000, est très orientée vers les systèmes d'information. Alors, quelques aperçus, sans vous assommer de chiffres. La proportion de cadres qui déclarent que leur rythme de travail leur est imposé par des normes ou des délais respectés. En 1984, ces cadres étaient 7% à déclarer que leur rythme de travail était très contraint. En 2013, c'est 23%. Leur rythme de travail est imposé par un contrôle hiérarchique permanent. 7% en 1984, 22% en 2013. Ils reçoivent des ordres contradictoires, c'est 45% depuis 30 ans. Voilà. Donc c'est une certaine difficulté, on parle parfois de travail empêché, c'est une certaine difficulté à réaliser son travail. Voilà.
Bon, ben là, l'informatique, hein, Internet, les outils techniques, moi je n'ai rien contre, même je suis plutôt favorable. Hein. La technologie nous permet de faire des choses fantastiques, sans parler de médecine. Les outils techniques nous permettent d'aller dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, donc c'est plutôt intéressant. Ceci dit, la technique ne vient jamais seule, la technique elle a été produite. Pour produire de la technique, il faut du travail. Et ce travail, ben, il n'est pas autonome, il est jusqu'à présent, hein, disons depuis un gros siècle, ce travail il est encadré, parce qu'on n'a pas pu faire autrement, on n'a pas trouvé d'autres modalités d'organisation. Hein. Il ne s'agit pas non plus de critiquer trop facilement. Jusqu'à présent, cette technique, elle est produite, coproduite avec des orientations économiques et sociales. Et donc nous avons un appareil technique qui est très complexe, qui est très sophistiqué, qui est orienté par ce qu'on appelle les savoirs institués, c'est-à-dire les savoirs experts reconnus, et non pas les savoirs qui sont engagés par les personnes qui travaillent. Autrement dit, on n'est pas complètement autonome dans ce qu'on réalise. Même ici, dans ce cadre très convivial et très sympathique, nous sommes contraints par le temps, et s'il faut parler 25 ou 30 minutes, je ne vais pas m'amuser à parler 1 heure, parce que sinon, Dany va me couper, donc il y a toujours de la contrainte. Voilà, donc la dialectique entre travail vivant et travail mort, on la voit bien aujourd'hui, hein. Elle est très sensible. Donc il ne s'agit pas de repousser la technique, et par contre il s'agit de la mettre en question et de s'interroger sur ce qu'on peut en faire. Voilà. Autrefois, Platon parlait de pharmacone. Hein. Pharmacone, ça a donné pharmacie. Et ce pharmacone, il est devenu célèbre au moins en Europe, puisqu'il a été repris par des grands philosophes comme Jacques Derrida, et qui ont dit, ben, faites le pharmacone, beaucoup de choses sont des pharmacones, beaucoup d'outils sont des pharmacones. Hein. Et les Américains le savent peut-être mieux que nous, ils disent the drugs pour les médicaments, c'est-à-dire que nous absorbons des drogues pour nous guérir, mais si on en prend trop, on risque de mourir. Voilà. Donc le pharmacone peut exprimer un peu ce qui se passe dans l'espace de la technique. Ça peut être un poison. Moi, je pense que Facebook, c'est un poison. Hein, je ne l'utilise pas. Amazon est un gros poison. Je le déconseille à mes étudiants, etc., etc. Mais la technique, cette technique-là doit être réappropriée et resservie pour faire de la relation, pour faire de la science. Hein. Si Amazon et Facebook sont détestables de mon point de vue, l'encyclopédie numérique Wikipédia, c'est une merveille, et ça nous permet, hein, si je parle aux anciens comme moi, autrefois on allait faire des photocopies en bibliothèque, aujourd'hui, depuis chez soi, on a accès à beaucoup de savoir. Hein, on a accès à beaucoup de savoir. Voilà, donc travail vivant et travail mort, c'est quelque chose... bon, c'est une expression qui avait été employée par un célèbre économiste, philosophe, Karl Marx, et qui a été reprise par d'autres. Donc j'ai essayé de vous donner un petit aperçu de comment on pouvait, non pas donner des avis définitifs sur le travail, du point de vue de l'université, mais plutôt dire qu'il existe des méthodes qui sont à la portée de peut-être du plus grand nombre, à condition d'y consacrer un peu de temps, et ça permet de documenter le travail. Ça permet de documenter le travail avec les personnes qui pratiquent une activité de travail et qui bien souvent en savent beaucoup plus que les universitaires, notamment lorsque ce travail utilise des technologies de pointe. Voilà. Donc bon, peut-être je le dirai après, mais j'arrive au bout. Peut-être dans 5 minutes. Voilà, oui, je ne vais pas trop prendre de temps. Il y a beaucoup de philosophes qui se sont intéressés aux activités économiques et au travail. Et donc il y en a un, Cornelius Castoriadis, qui s'est intéressé à bien travailler, ça veut dire quoi, hein, ça veut dire quoi. Et donc il disait, dans un de ses ouvrages célèbres, c'est « Je désire et je demande que tout d'abord mon travail ait un sens,
que je puisse approuver ce qu'il sert et la manière dont il est fait, qu'il me permette de m'y dépenser vraiment et de faire usage de mes facultés autant que de m'enrichir et de me développer. Alors la citation est très longue, mais je vais l'écourter, et je dis que c'est possible avec une autre organisation de la société, pour moi et pour tous. Je dis que ce serait déjà un changement fondamental dans cette direction si on me laissait décider avec tous les autres ce que j'ai à faire et avec mes camarades de travail, comment le faire. Voilà, donc je pense que ça peut être une bonne ligne directrice pour s'intéresser au travail.